Bonjour, je suis une femme d'une cinquantaine d'années et j'ai une multitude d'histoires à partager lorsque je réfléchis à mon passé. Avec le recul, je me rends compte que j'étais une personne plutôt malheureuse, même dans la quarantaine, ma vie a été marquée par une agitation constante qui ne m'a jamais laissé un moment de répit. Cependant, je n'avais jamais vécu une transformation personnelle d'une telle ampleur, où ma vie a pris un virage à 180 degrés. Au départ, je pensais que ces histoires de miracles n'étaient rien d'autre que des exagérations, mais je me suis retrouvée à vivre la preuve que la vie est vraiment imprévisible. Je suis née fille aînée d'une famille ordinaire mais extrêmement conservatrice. Dès mon arrivée dans ce monde, je me suis heurtée à la désapprobation, simplement parce que je n'étais pas un fils. De plus, ma mère a été victime de discrimination parce qu'elle avait donné naissance à une fille, et elle m'a également blâmée pour les difficultés que notre famille a endurées. Au fil des années, ma mère a commencé à me traiter de manière injuste et à favoriser mon jeune frère. Le plus déchirant, c'est que j'ai grandi sans prendre conscience de sa discrimination, en acceptant les insultes qui m'étaient adressées. J'avais l'impression que je devais sacrifier tout ce qui était bon pour mon jeune frère, qu'il s'agisse de vêtements, de nourriture ou même d'une couverture chaude pendant les hivers glaciaux. Alors que mon frère jouissait du confort d'un lit moelleux orné de couvertures de qualité, je me retrouvais à dormir sur un matelas bon marché et inconfortable. Recouvert de vieilles couvertures en lambeaux, alors que mon frère fréquentait un prestigieux lycée privé, l'idée que je puisse fréquenter un lycée professionnel n'était qu'un rêve lointain. J'en voulais tellement à ma famille que j'ai commencé à la mépriser. Cependant, au plus profond de moi, j'aspirais à recevoir une éducation. J'ai constamment supplié mon père de me permettre d'aller à l'école, faisant preuve d'une obstination que je n'avais jamais montrée auparavant. Pourquoi une fille devrait-elle être envoyée au lycée? Notre famille est-elle riche? Pourquoi vous encombrer de mon insistance à poursuivre mes études, surtout dans un monde qui s'accroche à des valeurs démodées? N'est-ce pas suffisant que j'ai été envoyée au collège? Soyez reconnaissants envers vos parents pour le reste de votre vie au lieu de remettre en question leurs décisions. Qui êtes-vous pour les contester? Vous devriez vous taire et vous concentrer sur le gain d'argent pour les dédommager des dépenses engagées pour vous élever. Ce n'est pas comme si vous aviez choisi de naître. Pour être honnête, je n'arrivais pas à comprendre comment un parent pouvait prononcer de telles paroles à l'égard de son enfant. De plus, je trouvais injuste de devoir rembourser une dette alors que je n'avais rien reçu de substantiel. Malheureusement, je n'avais pas d'autre recours que d'abandonner mes rêves d'aller au lycée à cause des tracasseries incessantes de mon père. C'est ainsi qu'à l'âge de 16 ans, je me suis retrouvée employée dans une usine de textile, travaillant sans relâche pendant la journée. En dépit d'une vie stable, j'avais réussi à garder secret mon désir d'obtenir un certificat d'équivalence d'études secondaires. Je consacrais mes nuits à étudier avec ténacité, en le cachant à ma famille. Aujourd'hui encore, le souvenir de ces séances d'études clandestines me fait souffrir, comme si le simple fait de m'instruire était un crime. Finalement, après 3 ans, j'ai eu 19 ans et j'ai passé avec succès les examens GED. Ce fut un parcours semé d'embûches, avec peu de temps et sans le soutien d'autrui. Pourtant, au milieu de ces circonstances accablantes, j'ai ressenti un nouveau sentiment d'autonomie. C'était la première fois que je croyais vraiment en ma capacité à accomplir des choses de manière indépendante. Lentement mais sûrement, j'ai commencé à subir une transformation personnelle. Un jour, fort de cette nouvelle force, j'ai pris une décision ferme. Je ne tolérerai plus le traitement injuste que j'avais subi en tant que fille. J'ai quitté ma maison secrètement, sous le couvert de la nuit, comme si je m'échappais, mais en réalité, je prenais enfin mon indépendance. À l'âge de 19 ans, j'ai choisi de tracer ma propre voie plutôt que de continuer à vivre dans l'ombre de l'injustice parentale. Ce fut un choix difficile, mais j'ai trouvé du réconfort dans la conviction que vivre dans l'égalité, malgré les difficultés, était la meilleure option. Cette décision m'a apporté un profond sentiment de bonheur. 2 ans plus tard, alors que je vivais seule, j'ai rencontré à l'improviste mon futur mari. Cependant, notre relation ne s'est pas déroulée comme dans un conte de fées. En fait, nous sommes devenus des ennemis acharnés et avons fini par divorcer. À l'époque, je travaillais dans un restaurant et mon mari était le fils unique du propriétaire.
Contrairement à mon père traditionnel et conservateur, il m'a toujours fait des compliments et m'a apporté un soutien indéfectible. Je n'avais jamais connu une telle affirmation positive auparavant, et peu à peu, j'ai commencé à tomber amoureuse de lui. Mon mari venait de terminer son service militaire et se préparait à retourner à l'université. Il m'a alors demandé d'être sa petite amie. Bien que notre relation n'ait pas encore atteint 1 an, nous avons décidé d'enregistrer notre mariage sans cérémonie traditionnelle et nous avons emménagé dans le petit studio que je louais. Malheureusement, notre arrangement secret n'est pas resté caché longtemps. C'est ma patronne, la propriétaire du restaurant, qui est aussi ma belle-mère, qui a découvert notre union non conventionnelle. Son choc était palpable et il s'est rapidement transformé en une tempête de colère et de chaos. Au milieu de ce chaos, je ne pouvais m'empêcher d'avoir pitié d'elle. Après tout, c'était elle qui m'avait recueilli et fourni un emploi, et voilà qu'elle découvrait que j'avais réussi à séduire son fils. Elle s'est mise en colère, déclarant que je n'avais pas ma place dans leur famille et exigeant que je quitte son fils immédiatement. En outre, elle a précisé que je ne devais m'attendre à aucune compensation pour le travail que j'avais effectué dans son restaurant. Selon elle, je n'étais rien d'autre qu'une nuisance pour sa famille. En écoutant le monologue incessant de ma belle-mère, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander pourquoi je portais l'entière responsabilité de tout ce qui s'était passé. Il m'est apparu que je portais un fardeau injuste, comme si j'étais la seule responsable de toutes les conséquences. C'était injuste. Je n'ai pas séduit votre fils, si séduction il y a eu, elle a été initiée par votre fils. Nous avons simplement partagé une attirance mutuelle et choisi de construire une vie ensemble. L'idée que nous nous aimions vraiment l'un l'autre peut vous amuser. Votre fils est un étudiant entouré de nombreuses belles filles sur son campus. Pourquoi choisirait-il quelqu'un comme moi? Je crois que vous êtes déconnecté de la réalité. Permettez-moi d'expliquer le genre de personne que je suis aujourd'hui. Elle a retroussé ses manches et révélé sa vraie nature. Bien qu'elle n'ait pas grand-chose au départ, elle a tout démoli chez moi à main nue. Voilà le genre de personne qu'elle est. Bien que conscient de cela, je ne pouvais pas abandonner. Ce n'était pas seulement à cause de mon amour pour votre fils, j'étais aussi enceinte à l'époque. Alors que je m'apprêtais à le révéler, mon mari s'est précipité en apprenant que sa mère était chez moi, essayant de contenir sa colère incontrôlable. Maman, s'il te plaît. Ne fais pas ça. C'est ma faute. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je suis désolée, alors s'il te plaît, arrête. De quel droit dis-tu cela? Pourquoi as-tu choisi de vivre avec quelqu'un comme elle? Tu crois que j'ai enduré toutes sortes d'épreuves pour avoir une belle fille comme elle? On t'a prévenu de ne pas gâcher ta vie. Cathy est une bonne personne à mes yeux. Préférez-vous avoir une snob comme belle-fille, même si Cathy n'a pas de quoi se vanter? Je la préfère parce qu'elle est gentille. Nous sommes légalement mariés et nous allons bientôt accueillir un bébé. Il est trop tard pour les objections. Nous allons avoir un bébé, et c'est définitif. Avez-vous piégé mon fils avec un bébé? C'est ça, oui, c'est vrai. Tu as beau dire du mal de moi, le père de ce bébé est ton fils. En entendant cette révélation, ma belle-mère s'est effondrée de désespoir. Malgré les accusations incessantes qui ont suivi, elle n'a eu d'autre choix que d'accepter la vérité lorsque son fils l'a confirmé. C'est ainsi qu'a commencé mon mariage indésirable. Bien que mon mari m'ait promis un mariage dès qu'il aurait gagné un peu d'argent, j'avais déjà rompu les liens avec mes parents en tant qu'étudiante sans emploi. Je lui ai dit que je me contenterais d'un mariage en grande pompe, mais c'était à la fois honnêteté et mensonge. Pour apaiser sa mère et faire en sorte qu'elle accepte notre mariage, j'ai emménagé chez elle. Bien qu'enceinte, elle a rendu ma situation encore plus difficile. Elle m'a obligée à travailler à la fois à la maison et dans un restaurant, déplorant le fait qu'il était difficile de travailler. Ces accusations, dirigées contre quelqu'un qui aurait captivé mon fils, résonnaient dans l'air, ponctuant les luttes physiques et mentales ardues que j'endurais. Je me sentais souvent seule, mais je trouvais du réconfort dans la main chaleureuse de mon mari. Telle a été ma vie pendant plus de 5 ans, une période accaparée par les exigences liées à l'éducation de mon enfant, à l'entretien de la maison de ma belle-mère et au travail dans le secteur de la restauration. Un jour fatidique, ma belle-mère a été victime d'un escroc et a tout perdu.
Le désespoir s'est installé et j'ai dû faire face à la trahison de ces individus sans cœur. J'aurais voulu qu'elle me consulte, mais les circonstances ont fait que nous nous sommes retrouvés à la rue. Au milieu du chaos, mon mari m'a consolée, m'assurant que nous pourrions louer une chambre avec les maigres économies que nous avions. J'ai contenu ma colère, regrettant de ne pas avoir gardé le silence, mais la jeunesse de mon enfant m'a empêché de rompre les liens. Nous avons trouvé refuge dans un appartement de 2 chambres au sous-sol, ma belle-mère malade étant alitée et mon mari ayant 2 emplois pour assurer sa stabilité financière. Moi aussi, je travaillais à la pièce à domicile pour apporter ma contribution. Une décennie s'est écoulée dans cette existence difficile, où la recherche constante de la stabilité financière a érodé l'amour que mon mari et moi partagions autrefois. Bien que la notion d'amour éternel se soit estompée, je l'ai accepté comme un destin commun. Malgré les difficultés, je me suis efforcée d'assurer une vie meilleure à ma fille, en la protégeant des mauvais traitements que j'avais subis. Ma détermination à lui épargner un chagrin d'amour m'a poussée à faire des sacrifices, même si cela signifiait se priver de quelque chose. Malheureusement, ma belle-mère est restée indifférente et a ignoré nos difficultés financières. La question se posait: quelles ressources possédions-nous vraiment et pourquoi étions-nous tenus responsables d'un malheur dont nous n'étions pas responsables? Pourquoi faire preuve d'une telle dévotion et dépenser de manière aussi extravagante pour votre fille alors que vous avez plus que suffisamment d'argent? Ne devriez-vous pas investir dans la nourriture de votre mari, qui a du mal à gagner de l'argent? Vous ne vous occupez que de votre fille et négligez votre mari? Si vous aviez une famille riche, mon fils devrait-il souffrir ainsi? Ma mère? Votre fils souffre parce que vous avez été trompé. Avez-vous déjà oublié, de plus, Tammy est votre petite fille, alors vous ne devriez pas être trop dur avec elle. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mon fils souffre à cause de moi ces jours-ci, et vous ne me craignez même pas. D'accord, je vais vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui. Ma belle-mère a commencé à jeter et à casser les objets de la maison, sauf ceux qui coûtaient cher. J'ai emmené ma fille dehors et j'ai entendu le bruit des objets qui se brisaient à l'intérieur de la maison, parce qu'elle avait déversé toute son énergie. Elle a prétendu être malade et est restée au lit, tandis que mon mari, qui était habituellement de mon côté, s'est plaint que je ne m'occupais pas de sa mère. Notre relation a commencé à se détériorer et il s'est mis à me harceler sans raison. Cependant, je suis restée déterminée à préserver notre mariage pour le bien de notre fille. J'ai travaillé sans relâche pour gagner de l'argent. Lorsque notre fille est entrée au lycée, nous avons pu acheter et emménager dans une maison de ville spacieuse. Le jour de notre déménagement, ma belle-mère, apparemment de bonne humeur, a fait la remarque suivante: grâce à mon fils, vous vivez maintenant dans le luxe. N'êtes-vous pas reconnaissant? D'ici, quand vous regarderez dehors, vous aurez l'impression que le monde vous appartient. Pour m'offrir cette maison, j'avais économisé chaque centime, mais je ne pouvais m'empêcher d'éprouver du ressentiment à l'idée qu'elle n'attribue notre réussite qu'à son fils. Pourtant, j'étais tellement habituée à son comportement que je ne me sentais même pas en colère. Je pensais que tout finirait par s'arranger. Cependant, j'ai rencontré un autre désastre inattendu, qui a finalement conduit à notre divorce. Maintenant que notre niveau de vie s'était amélioré, mon mari, qui travaillait dans la vente pour une entreprise de construction, utilisait fréquemment le travail comme excuse pour boire avec des clients et passer du temps avec d'autres femmes. Même si c'était pour les affaires, je ne pouvais pas accepter qu'il ne rentre pas souvent à la maison et qu'il passe la nuit ailleurs. Chaque fois que je le confrontais, il se mettait en colère. Est-ce que je fais n'importe quoi? Sortir avec des clients fait aussi partie de mon travail. Bien sûr, les hommes vont là où il y a des filles. Pourquoi voudrait-il aller dans des endroits où il n'y a que des hommes? Comment pouvez-vous être aussi borné? Avez-vous déjà pris le temps d'évaluer la tenue que vous portez devant le miroir? Te considères-tu vraiment comme mon époux, en me réprimandant alors que tu es vêtu d'une telle tenue? Moi aussi, je suis un homme, et te voir dans un tel état me fait hésiter à rentrer chez moi. Ma fierté en a pris un coup cette nuit-là, en me demandant pourquoi j'avais gaspillé mon temps avec toi. En me lavant le visage, je n'arrivais pas à discerner si l'humidité sur mes joues était de l'eau ou des larmes, incapable de les essuyer. Dans un autre cas, les rôles se sont inversés.
si tu étais un homme, moi aussi j'assumais le rôle d'une femme. Un soir, il est rentré à la maison en état d'ébriété, réclamant d'urgence un contrat essentiel oublié. Il a insisté pour que je lui remette le document oublié dans les 10 minutes. Je me suis empressée d'obtempérer sans même enfiler de manteau, j'ai pris mon portefeuille et l'enveloppe, et j'ai eu recours à un taxi, un mode de transport que j'utilisais rarement. En arrivant sur le lieu de travail de mon mari et en le cherchant à la hâte, il s'est approché de moi avec un froncement de sourcils désapprobateur. Un collègue s'est alors interposé, l'appelant Thomas et s'interrogeant sur sa présence. Apparemment, un contrat important devait être signé et le président était déjà présent. Étonnamment, mon mari m'a renvoyée comme une simple femme de ménage, sans aucun remords, et m'a laissée là, déconcertée et tremblante. En entendant les conversations entre mon mari et ses pairs, j'ai appris que le président s'informait de ma situation. La révélation que l'on m'avait prise pour la femme de Thomas m'a laissé pantoise. Thomas a nié avec véhémence tout lien au-delà de l'emploi, affirmant qu'il ne pourrait pas supporter la vie avec une femme de ma prétendue apparence. Après une vive dispute avec ma véritable épouse, je suis rentrée chez moi découragée. Me sentant obligée, je me suis aventurée dans un grand magasin pour la première fois, achetant des vêtements pour sauver un semblant de dignité pour moi-même. La situation à laquelle j'ai été confrontée était incroyablement blessante. Mon mari, dénué de toute culpabilité, se moquait de moi pour les choses les plus simples. Il se moquait de moi lorsque je dessinais des rayures sur une citrouille, estimant qu'il s'agissait d'une pastèque. Il me reprochait aussi de dépenser de l'argent pour des vêtements, m'accusant de folie et exigeant des remboursements immédiats. Cette humiliation publique a conduit à un incident au cours duquel mon mari a ouvertement critiqué mon apparence, me traitant de laide et comparant mon visage à celui d'une mendiante. Sa mère s'est jointe à lui, affirmant que son fils avait enfin vu la vérité à mon sujet, ce qui a provoqué ma fureur intérieure et m'a ébranlé jusqu'au plus profond de moi-même. Bien que j'ai enduré leurs abus, ce qui m'a le plus frappé, c'est lorsque ma fille a été témoin de tout cela. La peur m'a saisi, craignant que ma fille ne subisse le même sort. Puis, sorti de nulle part, mon mari a déclaré qu'il voulait se séparer de moi, me pressant de signer les papiers du divorce et m'offrant de l'argent pour un appartement. C'est alors qu'il a avoué avoir eu une liaison et mis enceinte une autre femme, me demandant sans vergogne de quitter les lieux pour qu'il puisse la faire venir. L'audace après l'adultère était stupéfiante. J'ai juré de ne pas partir, ayant travaillé dur pour notre maison et refusant de laisser une autre femme s'en emparer. Mais sa mère est allée plus loin, jetant tous mes vêtements, affirmant que j'entravais l'avenir de son fils en ne lui donnant pas d'enfant. Le point de rupture est arrivé lorsque ma fille, témoin de tout cela, m'a supplié en larmes de quitter cet environnement abusif. Les accusations blessantes ont continué, même de la part de ma fille, sous l'influence de sa grand-mère. C'était atroce de l'entendre répéter ces mots blessants. Les accusations se sont transformées en me rendant responsable de la situation de la famille, insinuant que c'était de ma faute si j'étais cupide et séduisante. La douleur est devenue insupportable. Finalement, j'ai décidé d'en finir. Je ne pouvais plus supporter cette situation. J'ai pris la décision de divorcer pour ma propre santé mentale et pour le bien-être de ma fille. N'hésitez pas à désirer la maison, mais il est impératif de parvenir à un accord basé sur mes conditions. Votre mère n'est peut-être pas consciente des sacrifices que j'ai faits pour acquérir cette propriété. Thomas, je n'exigerai pas l'intégralité de la maison, je me contenterai de verser la moitié de la valeur de la maison et de m'engager à verser une pension alimentaire mensuelle pour notre fille. Après cela, nous pourrons procéder au divorce. Il est décourageant de constater que vous n'êtes pas aussi innocent que je le pensais, et que vous faites preuve d'une cupidité plutôt prononcée. Ne devrions-nous pas respecter les normes juridiques, qui est fondée à demander le divorce, celui qui s'égare dans une relation ou celui qui demande justice? Réglons cette affaire à l'amiable, même si la grossesse de votre maîtresse progresse, Thomas. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il suffit de lui demander de partir. De plus, l'enfant qui s'aligne sur le côté de sa mère devrait être renvoyé en même temps qu'elle. Accueillez votre nouvelle famille en éliminant ces obstacles. Si vous persistez, je ne le tolérerai pas. Je me rendrai sur votre lieu de travail et dévoilerai votre vraie nature à tout le monde.
Pensez à l'éducation de cette petite, qui a financé sa croissance. Mère, abstenez-vous de dire du mal de Tammy, elle n'a reçu aucun soutien de votre part pour sa subsistance ou son éducation. Si vous défendez vraiment la justice, poursuivons-la. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à signer les papiers du divorce. Au cours de cette épreuve, j'ai réaffirmé qu'il est essentiel de rester sur ses positions dans un combat. Mon mari pensait sans doute que je me plierais à ses désirs, mais ma position ferme l'a surpris, malgré ses tentatives de dissimulation. Malgré les difficultés qui ont suivi notre divorce, j'ai donné la priorité à la préparation de ma fille à l'université. Trouver un emploi s'est avéré difficile en raison de mon expérience professionnelle limitée. Par chance, je suis tombée sur une offre d'emploi de femme de ménage, un rôle pour lequel j'avais des réserves en raison d'un traumatisme passé. Mettant de côté mes appréhensions, j'ai contacté une agence pour l'emploi. Heureusement, mon expérience de femme au foyer assidue a également été prise en compte. Pendant les 6 mois qui ont suivi, j'ai assumé des rôles de femme de ménage de réserve sur une base quotidienne ou temporaire en raison de mon efficacité dans le nettoyage rapide et méticuleux. Mon travail a été reconnu. Entre-temps, le président de l'agence m'a offert une opportunité spéciale. Normalement, je ne recommanderais pas une telle chose à un nouveau venu, mais en raison de votre travail exceptionnel, je vous confie un secret. Parmi nos clients, il y en a un qui est très particulier. Cette personne vit seule. Et votre principale responsabilité serait de faire le ménage chez elle 3 fois par semaine et de préparer les repas. J'ai déjà envoyé plus de 20 personnes, mais toutes ont été rejetées. Je voulais donc vous demander si vous souhaitiez devenir l'aide ménagère permanente de ce client. Si vous acceptez, je triplerai votre salaire actuel, qui est 3 fois supérieur au mien. Inutile de dire que j'étais toute oui. Bien que mon ex-mari verse une pension alimentaire, je m'inquiétais toujours de savoir quand il arrêterait, d'autant plus que ma fille entrera bientôt à l'université. J'avais besoin d'économiser de l'argent pour ses frais de scolarité. J'ai donc assuré au président de l'agence que je le ferais quoi qu'il arrive. Cependant, lorsque je suis arrivée chez le client, j'espérais avoir beaucoup de ménage à faire, mais je me suis aperçue que la maison était impeccablement propre, comme dans un hôtel. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis sentie mal à l'aise et j'ai commencé à m'inquiéter. La rémunération serait le triple de mon salaire actuel, mais je n'avais rien à faire. Je devais délibérément trouver des choses à nettoyer. J'ai enlevé les rideaux et les tentures pour les laver, j'ai stérilisé les draps de lit et j'ai nettoyé le réfrigérateur. Cependant, comme je travaille vite, j'ai terminé les tâches en un rien de temps. Peu sûr de moi, je suis allée faire des courses au marché et j'ai commencé à préparer les repas. Je n'avais aucune idée de ce que le client aimait ou de la quantité d'assaisonnement à utiliser dans la nourriture. Rien n'a été facile du début à la fin. Néanmoins, j'ai essayé de me souvenir des plats pour lesquels ma fille m'avait félicité et je les ai préparés, y compris de la soupe, que j'ai ensuite stockée de manière organisée dans le congélateur. Avant de partir, j'ai réfléchi à l'indemnité que j'ai reçue. Par rapport au travail fourni, elle ne me semblait pas suffisante. Aussi ai-je décidé d'écrire une lettre. J'ai proposé au client de préparer tout aliment spécifique qu'il souhaitait et je lui ai demandé de laisser une commande sur le réfrigérateur. À mon retour, il n'y avait rien sur le réfrigérateur. Contrairement à mes inquiétudes, le client ne s'est pas plaint. J'ai donc continué à travailler avec diligence, en faisant de mon mieux, mais en inventant toujours des tâches inutiles, simplement pour justifier le montant de mon salaire. Je me donnais à fond, puis, en jetant un coup d'œil au calendrier de la maison du client, j'ai remarqué une date entourée d'une note indiquant Memorial Day. En vérifiant la date, j'ai réalisé que ce n'était pas le jour où je devais travailler. S'il s'agissait d'un jour commémoratif pour une personne importante pour le client, j'ai commencé à m'inquiéter qu'il puisse avoir besoin de préparer des repas spéciaux. Je me suis dit que je devais simplement préparer le repas pour le service commémoratif. La veille, j'étais occupée à quelque chose lorsque, à l'improviste, le propriétaire de la maison est revenu. Je me suis excusée de ne pas avoir vu l'heure parce que j'étais absorbée par la cuisine. J'ai proposé de terminer rapidement et j'ai demandé s'ils avaient mangé ou si je devais mettre la table pour eux.
Ils ont décliné l'offre et m'ont demandé pourquoi je préparais autant de nourriture. J'ai expliqué que j'avais remarqué une date marquée sur le calendrier comme étant un jour commémoratif et j'ai supposé qu'elle nécessitait des préparations spéciales. À ma grande surprise, le propriétaire avait déjà apporté des provisions pour l'occasion. J'ai commencé à paniquer, ne sachant pas si j'avais fait une erreur. Cependant, heureusement ou malheureusement, le propriétaire n'a rien dit et m'a simplement demandé de nettoyer et de partir avant de se retirer dans sa chambre. J'étais persuadée que j'allais être licenciée. Mais il n'y a pas eu d'autre communication et j'ai donc repris mon travail comme si de rien n'était. Le lendemain, une note m'attendait sur le réfrigérateur, exprimant ma gratitude pour la nourriture. Cette note m'a fait énormément plaisir. À partir de ce moment-là, j'ai pris plaisir à nettoyer la maison et à cuisiner avec enthousiasme. C'est la première fois que je me suis rendu compte à quel point j'aimais vraiment les tâches ménagères. Le lendemain, j'ai trouvé une autre note sur le réfrigérateur, indiquant que la quantité de nourriture était excessive et qu'il fallait la réduire. C'est ainsi que nous avons commencé à communiquer par le biais de ces messages écrits. Le client laissait des commentaires tels que le fait que la soupe était délicieuse et qu'il fallait la réchauffer avant de la manger. Je me sentais appréciée et comblée par leurs mots. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui vendait un pot de fleurs et j'ai décidé de l'acheter pour la maison. J'ai toutefois assuré au client que je l'enlèverais s'il ne l'aimait pas. Étonnamment, l'ajout du pot de fleurs a égayé l'atmosphère de la maison. Le client m'a remercié, mais a exprimé son inquiétude quant à la survie de la plante et m'a demandé de m'en occuper. Le temps a passé, au bout de 6 mois, notre communication a continué à se développer. J'avais hâte d'aller au travail, de réfléchir à ce que j'allais cuisiner et de me retrouver seule à rire. Ma fille a remarqué mon changement d'attitude et m'a demandé en plaisantant si je sortais avec quelqu'un en raison de mon expression radieuse. J'ai été déconcertée, mais je n'ai pas pu nier les émotions fortes que je ressentais en moi. Par coïncidence, le jour où je suis allée travailler, mon client ne se sentait pas bien et m'a proposé de prendre un jour de congé. Cependant, je ne pouvais pas supporter de laisser une personne malade seule à la maison. Je suis allée à la pharmacie, j'ai acheté des médicaments et j'ai préparé une soupe de poulet bienfaisante. J'ai laissé une note sur le réfrigérateur, lui rappelant de prendre les médicaments et de manger la soupe pour un rétablissement plus rapide. Le lendemain, j'ai observé, devant le réfrigérateur se trouvait un sac rempli d'une collection de produits de beauté, accompagné d'une note de remerciement. Je me suis demandé si je devais ou non accepter de tels cadeaux, alors je suis restée intentionnellement à table, attendant l'arrivée du client. Lorsqu'il est arrivé, il a semblé surpris de me voir encore à la maison, pensant que j'étais déjà partie. Il est resté à la porte, l'air figé. Sentant sa confusion, j'ai expliqué que je n'étais pas sûre d'accepter de tels cadeaux. Cependant, si j'avais simplement laissé le sac intact, il aurait pu se méprendre sur mes intentions. J'ai donc choisi de rester et d'expliquer personnellement mon hésitation. Je voulais qu'il sache que ces mots d'appréciation comptaient plus pour moi que n'importe quel cadeau physique. Je me suis enquise de son bien-être, supposant qu'il n'avait pas mangé depuis que j'avais mis la table. S'il n'avait pas l'intention de manger, je lui ai proposé de débarrasser la table et de partir, mais il a insisté sur le fait que j'avais intentionnellement préparé la table pour lui, qu'il avait en fait très faim et a proposé que nous mangions ensemble. J'ai hésité, compte tenu de la nature de notre relation en tant que client et assistant. Il m'a toutefois rassuré en me disant que cela ne posait pas de problème et qu'il pouvait rentrer chez lui pour manger avec sa fille si je me sentais mal à l'aise. En apprenant qu'il avait une fille, j'ai reconnu la joie d'avoir un membre de la famille avec qui partager les repas. En réfléchissant à mes repas solitaires, je me suis humblement excusée pour l'isolement que je m'imposais. Même si les plats que je préparais étaient délicieux, j'avouais que cela faisait longtemps que je n'avais pas vraiment goûté une saveur. Cela faisait longtemps que je n'avais pas mangé avec ma famille et j'ai regretté de ne pas avoir pu profiter de ces moments de partage. Il m'a immédiatement assuré que ma cuisine était effectivement délicieuse et parfaitement assaisonnée, satisfaisant son palais comme personne ne l'avait fait. Compte tenu de sa proposition de manger ensemble, je me suis demandé en quoi cela serait différent d'un repas en solitaire. Bien qu'il ne fasse pas partie de ma famille,
L'idée de partager un repas avec lui me semblait préférable à ma solitude habituelle. Manger avec un client était une nouvelle expérience pour moi, à l'exception de mon ex-mari. Ne sachant pas à quoi m'attendre, j'ai été agréablement surprise par la fluidité de notre conversation. J'ai découvert que le jour commémoratif qu'il avait mentionné plus tôt était dédié à sa mère décédée, et non à son ex-femme, comme je l'avais supposé au départ. Cela expliquait pourquoi il avait personnellement préparé le repas. Il était certainement différent de tous les hommes que j'avais rencontrés auparavant. Notre conversation s'est poursuivie et j'ai appris qu'il ne s'était jamais marié. Bien qu'il ait 8 ans de plus, ses expériences passées l'avaient beaucoup peiné. Il plaisantait sur le fait que les femmes ne l'approchaient que pour sa richesse et qu'elles s'enfuyaient dès qu'elles en savaient plus sur lui. Il a donc délibérément évité de se marier. Cependant, le décès de sa mère, qui vivait avec lui, l'a amené à regretter sa décision pour la première fois. Il se rendit compte à quel point il avait besoin de compagnie, puis, apparemment conscient d'avoir dominé la conversation, il a brusquement changé de sujet et m'a posé des questions sur mon mari. Serait-il contrarié s'il découvrait notre dîner? À ce moment-là, je n'ai pas su dire si c'était le confort de nos échanges par notes ou la connexion authentique que nous avions établie, mais je me suis sentie obligée de partager ma propre histoire. Le divorce est devenu une réalité inévitable pour mon mari et moi, le tissu de notre mariage s'étant effiloché à cause de sa liaison extra-conjugale. La prise de conscience s'est imposée à moi, transformant ce chapitre de ma vie en un récit embarrassant et malvenu. Reprenant rapidement mon sang-froid, j'ai présenté mes excuses à notre invité et me suis excusée pour ranger la table, comme si j'essayais de sauver un semblant de dignité. Le lendemain, en rentrant du travail, j'ai découvert sur le réfrigérateur une note de notre invité. Il y exprimait son désir de partager à nouveau un délicieux repas ensemble, reconnaissant la saveur accrue de la dégustation en compagnie de l'autre. Il m'a confié sa carte de crédit, m'invitant à l'utiliser librement pour la préparation d'un délicieux repas. Alors que je tenais la carte dans ma main, diverses pensées se bousculaient dans mon esprit. La perspective d'une relation amoureuse m'habitait, mais en tant que femme de ménage engagée professionnellement, succomber à de tels sentiments déclencherait sans aucun doute un scandale. Après mûre réflexion, j'ai décidé de faire la part des choses et de rester professionnelle. J'ai poliment décliné son invitation à dîner avec lui et j'ai laissé la carte de crédit derrière moi, accompagnée d'une note sur le réfrigérateur, indiquant la nécessité de fixer des limites. De manière inattendue, il m'a appelé le lendemain. L'anxiété m'a saisi, craignant que cet appel n'annonce mon licenciement. À ma grande surprise, il m'a avoué que son intérêt pour moi dépassait les frontières professionnelles. Il a admis avoir obtenu mon numéro par l'intermédiaire de l'agence pour l'emploi, exprimant ses sentiments sincères et espérant une relation plus profonde. J'ai eu du mal à assimiler ses paroles, mais je l'ai écouté mettre son cœur à nu et m'assurer que, malgré son âge, il était résolu dans sa quête. Partagée entre la prudence et la curiosité, j'ai finalement accepté de le rencontrer, accompagné de ma fille Tammy. Étrangement, Tammy s'est prise d'affection pour lui, approuvant l'idée que je donne une nouvelle chance à l'amour. Les émotions m'ont submergé tandis que je contemplais cette tournure inattendue des événements, m'interrogeant sur la sagesse d'un remariage. Malgré mes réserves, il m'a proposé une cérémonie de mariage, m'offrant un choix que je n'avais jamais connu auparavant. Je me suis habillée et je me suis rendue à l'hôtel pour visiter la salle des mariages. Mon ex-mari s'y trouvait et je ne voulais pas le revoir. J'ai demandé pourquoi il se trouvait dans un hôtel qui ne lui convenait pas et j'ai critiqué son apparence. Il m'a répondu qu'il était le père de notre enfant et que je ne devais pas lui prêter attention. Il a mentionné avec arrogance que maintenant que nous étions divorcés, il pensait qu'il était mieux sans moi. Je l'avais déjà vu sous son vrai jour, se livrant à des activités douteuses. J'ai posé des questions sur son nouveau partenaire, mentionnant que Tammy m'avait parlé de leur prochain mariage, laissant entendre qu'il devrait se concentrer sur sa propre femme. Il a semblé surpris lorsque j'ai abordé le sujet de notre fille, suggérant qu'il devrait confirmer si l'enfant était bien le sien. Il a été surpris de voir à quel point j'étais au courant. Il a admis que le bébé n'était pas le sien, et j'ai répondu en disant que j'avais été forcée de divorcer sans connaître la vérité. J'avais soupçonné qu'il y avait peut-être un problème de fertilité, mais j'avais consulté un médecin et je me portais parfaitement bien.
Je me suis demandé si le problème venait de lui, mais même sans le bébé, il aurait quand même divorcé. À ce moment-là, mon futur mari s'est approché de moi, ce qui a fait passer le visage de mon ex-mari de la colère à la panique. Monsieur Anderson Thomas, qui m'avait parlé, a demandé pourquoi mon ex-mari était là. Mon ex-mari a alors révélé qu'il était avec sa femme. Monsieur Thomas s'est excusé pour la situation mais a indiqué que le contrat ne convenait pas à leur entreprise. Il a assuré à M. Anderson qu'il ferait des ajustements et qu'il respecterait toutes ces conditions. Monsieur Thomas a insisté sur l'importance de signer le contrat afin d'éviter tout problème à l'entreprise. Toutefois, il a averti que s'il baissait les prix, cela créerait des difficultés dans leurs calculs. Les problèmes de votre entreprise ne me concernent pas, je préfère une situation sans problème. Vous connaissez mon penchant pour la propreté. En outre, il est essentiel que vous compreniez que je ne tolérerai aucune interférence avec les membres de ma famille. Considérez ceci comme un avertissement, je ne souhaite plus avoir aucune proximité avec ma femme. Cet ultimatum découle d'un incident antérieur au cours duquel mon futur mari a confronté l'individu en question, lui donnant un avertissement clair avant que nous quittions l'hôtel main dans la main. Lorsque j'ai demandé comment il avait découvert la situation, il a expliqué que Tammy avait rapidement révélé une photo de l'individu. À mon insu, Tammy avait pris cette mesure à la suite de l'incident. Par la suite, j'ai célébré mon mariage avec mon mari actuel et nous avons emménagé avec ma fille dans sa résidence. À ce moment-là, mon ex-mari a insisté pour que Tammy lui soit envoyée, affirmant qu'un beau-père ne devrait pas se voir confier l'éducation de notre fille. Bien que notre fille ait atteint l'âge légal pour prendre ses décisions, elle a déclaré sans équivoque que son seul père était son père actuel. Réfléchissant à la situation difficile dans laquelle se trouve mon ex-mari, qui vit désormais avec sa mère, j'éprouve un sentiment de satisfaction. Les regrets ne servent à rien, nous aurions dû faire preuve de gentillesse dans notre passé commun. Aujourd'hui, nous nous épanouissons grâce à l'affection sincère de mon mari actuel et menons une vie joyeuse ensemble. Notre fille a poursuivi ses études à l'étranger et mon mari, qui l'a généreusement soutenue, a encouragé Tammy à suivre ses aspirations. Je lui suis reconnaissante de son soutien indéfectible et je lui dédie chaque jour. La gentillesse de mon mari s'étend également à moi, dissipant l'idée que je suis une femme malchanceuse. Je reconnais tardivement ma chance, vivant une vie si heureuse que mon passé tumultueux semble n'être qu'un lointain souvenir. Si on m'accordait un dernier souhait, j'aspirerais à conserver une santé robuste tout en poursuivant notre amour durable et en devenant éventuellement grands-parents. Je prie sincèrement pour que ce souhait se réalise. Malgré un passé pitoyable, mon récit culmine aujourd'hui dans le bonheur, et c'est ici que je conclus mon histoire. J'apprécie votre écoute attentive, que vos aspirations se réalisent, et je vous demande vos encouragements et vos commentaires perspicaces dans la section ci-dessous. Votre soutien par le biais de likes et d'abonnements signifierait beaucoup pour moi. Je vous souhaite bonne chance.